L'écrivaine, la romancière, la maman d'Harry Potter, J.K. Rowling, autrefois accusée de transphobie et cette fois-ci accusée de grossophobie, on voit ça ensemble. Et pour les besoins de la vidéo, petit accessoire de tournage, la baguette de Dumbledore, la relique de la mort, dont mon fils est persuadé d'ailleurs que c'est la vraie baguette de Dumbledore. Ce qui me permet parfois, tu vois, de jouer avec lui en me disant fais attention parce que si t'es pas sage, je vais te Ringardum Leviosa. Tu vois, entre autres. Non, je déconne. Et donc, entertainment toujours, les copains. On va donc revenir sur les accusations aussi qu'elle avait reçues au préalable de transphobie, notre ami J.K. Rowling. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, je ne faisais pas encore de vidéo à l'époque où c'était sorti. Et donc, on ira voir vite fait les phrases qui lui avaient valu les attaques, les accusations de transphobie, et vous vous ferez votre propre idée si vous trouvez vous-même que c'est transphobe ou pas. Moi, je vous dirai évidemment mon avis. On va aller voir là les accusations dont elle fait encore une fois donc l'objet, qui sont cette fois-ci des accusations de grossophobie. Alors, j'ai sorti ma baguette, mais à un moment donné, tu vois, je me suis dit, je vais vraiment officialiser le titre de détraqueur pour tous ces gens-là, tous les gens de la cancel culture, les woke, etc., ou les teubés, tout simplement, et qui écrivent des trucs à la con, des papiers à la con pour attaquer les gens de manière quasiment systématique, en fait, et pour pas grand-chose. Je vais vraiment, finalement, officialiser le fait que les détraqueurs existent dans notre monde réel, et à mon avis, ça sera eux. Eux, en général. Eux n'a pas vraiment d'identité. Eux, t'as bien compris, c'est tous ceux qui racontent des trucs à la con comme ça, qui racontent des conneries comme ça. Donc, baguette, détraqueur, c'est parti, on va voir ça ensemble. Alors, petit café, je suis un petit peu emmerdé parce que j'ai j'ai ma baguette d'un côté, ma cuillère de l'autre. Et évidemment, tu vas pas touiller ton café avec ta baguette. Dumbledore peut-être le faisait, mais lui, tu vois, avec la baguette au-dessus, sans avoir besoin de la planter dans le café. Quoique, si ça se trouve, il le faisait. On n'est pas non plus dans la vie de Dumbledore. Fait ce qu'ils veulent, copain, aussi. Donc, pour les besoins de la vidéo aussi, je suis allé demander à des gens qui avaient vraiment lu les livres d'Harry Potter, parce qu'en fait, c'est ça qui lui est reproché, c'est ce dont elle a écrit, la manière dont elle a écrit dans ses livres, plus que dans les films d'ailleurs, même si du coup, ça va aussi avec les films, puisqu'on a essayé de retranscrire dans les films ce qu'elle avait écrit dans le livre, c'est une évidence. Et je suis pas allé bien loin pour trouver quelqu'un qui était fan et qui avait lu le livre plusieurs fois, puisque tout simplement ma femme a lu le livre dans sa langue natale, en anglais aussi et en français, donc dans 3 versions différentes, et elle les a relus et lus et relus plusieurs fois. Donc ça m'a permis de lui demander à elle ce qu'elle en pensait exactement, ce qui est toujours intéressant d'avoir un œil comme ça, un œil de quelqu'un qui est concerné, on va dire, parce que c'est vrai que c'est toujours mieux lorsque il y a des accusations comme celle-ci, notamment sur son écriture. Moi, je peux parler de ce qu'il y a dans les films, mais grâce à elle, maintenant, je peux parler aussi de ce qu'il y a dans les livres. Vous m'aurez compris. Donc, on nous dit cette fois-ci, J.K. Rowling attaquée pour grossophobie après les accusations de transphobie. Alors, j'ai trouvé un article qui est vraiment très bien, qui en parle, parce que celui-ci, en plus, il pondère un petit peu donc les propos, il donne un petit peu, pour une fois, leur avis. Je dis pour une fois parce qu'en général, dans les articles, c'est souvent compliqué d'avoir leur avis. C'est orienté en général, mais très souvent, il y a ceux qui écrivent les articles donnent pas vraiment leur avis. Peut-être devoir de neutralité, je ne sais pas. Donc là, il est assez intéressant. En revanche, c'est un article à la base qui est en anglais, donc Google Translate, donc forcément il peut y avoir des termes et des mots qui sont un petit peu bizarres. Donc on nous dit déjà accusé l'an dernier de transphobie suite à la publication d'une série de tweets, la romancière avait même récemment reçu des menaces de mort et autres violences. Donc du coup, après cette première phrase, ça me permet de faire une petite parenthèse tout de suite, parce que j'avais lu sur d'autres articles qui parlaient justement de ce sujet-là, dans des commentaires, certaines personnes qui disaient c'est du putaclic, ça sert à rien d'en parler, etc., etc. Alors, si, ça sert à en parler d'abord, parce que moi personnellement j'ai envie d'en parler, ça m'intéresse, et aussi parce que lorsque une personne reçoit comme ça des menaces de mort, on n'est plus dans on n'est plus dans l'épiphénomène, quoi. Et forcément, quand quelqu'un vient derrière et remet une pièce dans la machine en l'accusant cette fois-ci de grossophobie, c'est pas fait pour éteindre les menaces qu'elle reçoit.
hein. Donc moi, je considère que c'est assez important. Il faut savoir que J.K. Rowling, elle a cette particularité comment je pourrais dire? Aux États-Unis, vous avez puis dans la culture anglo-saxonne en général, en ce moment, vous avez beaucoup de lobbies qui font des grosses pressions sur l'art, et le cinéma en fait partie, mais l'écriture aussi. Et c'est vrai qu'elle a cette capacité, je ne sais pas si c'est positif pour elle ou pas, mais en tous les cas, elle a cette façon de faire assez, on va dire, indépendante, où elle roule pas vraiment dans la machine, et du coup, elle se fait quand même pas mal défoncer. Elle en paye le prix, mais elle reste droit dans ses bottes. Donc, hein, on peut lui reconnaître ça. Donc, ceci étant dit, parenthèse refermée, je reviens sur l'histoire. Donc, on nous dit, il y a quelques jours, une nouvelle accusation a été portée contre J.K. Rowling, mais cette fois, une certaine grossophobie à travers un article publié sur une insider via Laura Whitman Hill, intitulé Harry Potter a un problème avec les gros personnages, donc je change la façon dont mes enfants consomment la série, donc elle nous avait-elle dit, donc à Madame Laura Whitman Hill, qui est, je suis allé voir vite fait hein, sur Google, hein, comme tout le monde, et qui est visiblement une enseignante. Elle enseigne des choses, elle a 2 enfants, elle vivra à Portland, on s'en fout. Mais bon, bah, elle a la parole, donc hein, si t'as la parole, forcément, on commande ta parole. Et donc, hein, elle nous dit, Madame Hill, qui n'habite pas à Hill Valley, hein, sans doute, qui n'a rien à voir, absolument rien à voir d'ailleurs. Alors, commence alors son article ainsi. Alors, j'aimerais pouvoir ignorer la grossophobie flagrante. Ah, elle aimerait pouvoir l'ignorer, mais c'est flagrant dans Harry Potter, mais en tant que maman millénaire en surpoids. Alors, maman millénaire, c'est la traduction en fait de génération Y. Elle se considère donc de la génération Y et en surpoids. Je ne peux pas transmettre ce langage infâme à mes enfants. Ah bah non, faut pas transmettre Harry Potter parce que tes enfants, forcément, à un moment donné, ils risquent de devenir des dangereux extrémistes. Hein, c'est bien connu. Puis ces gens-là sont tout à fait raisonnables dans leur tête. Il n'y a pas de souci aussi. Je suis de toute façon quand même allé voir c'était quoi donc la génération Y. Je me suis dit, ça se trouve, j'en fais partie. Et au début, je vois, on nous dit que c'est entre les années 80. Donc, il y a des gens qui sont nés entre les années 80 et 90. Donc, bingo, moi qui suis né en 1983, je me suis dit, j'en fais partie. Et puis après, plus loin, on dit que c'est plus précisément ceux qui sont... donc, elle débuterait en 1984 et se terminera en 1996. Donc là, pas de bol. À un an près, tu vois, je basculais du côté de la force absurde. Et non, je suis né dans les années 80, je suis né en 83, donc forcément, bah, je suis de la génération qu'ils appellent, eux, la génération Z. C'est comme ça. Hein, c'est pas un choix, j'ai pas choisi. Je suis de la génération Z et c'est ainsi. Évidemment, rien à voir avec la politique. Bref, donc, on nous disait aussi, donc elle poursuit ensuite en expliquant qu'à la suite des accusations de transphobie, elle a décidé de se replonger dans la saga d'Harry Potter avec un œil beaucoup plus critique, remarquant alors quelque chose de récurrent dans les livres, les personnages costauds sont souvent associés à des méchants, dit-elle. Alors évidemment, c'est complètement stupide déjà d'avance de dire ça, parce que sont associés à des méchants, on va le voir dans l'article évidemment, mais Voldemort par exemple, il est pas gros, la famille Malfoy, ils sont pas gros, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Je peux t'en sortir comme ça des pas mal dans Harry Potter. Déjà, ça sort de son esprit comme ça, c'est un petit peu le lapin qui sort de son chapeau. Ensuite, c'est intéressant pour autre chose, en fait, c'est on va dire le parcours psychologique qu'elle a, cette dame, parce qu'en fait, c'est suite à les accusations de transphobie, donc une fois qu'elle s'était déjà bien faite lyncher sur les réseaux sociaux, bien attaquée, qu'elle a décidé de se replonger donc dans la série d'Harry Potter pour en fait chercher quelque chose. Et c'est ça en fait, c'est ce que je dis souvent dans mes vidéos, lorsque tu pars déjà avec un a priori ou dans l'idée de rechercher quelque chose dans une œuvre, forcément tu vas le trouver. Peu importe d'ailleurs, il y a des gens qui vont pour chercher quelque chose de précis, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais par exemple, si tu considères que c'est les Mexicains qui contrôlent le monde et que tu commences à relire l'histoire avec cet a priori-là, il se peut que tu retrouves des Mexicains un petit peu partout dans l'histoire du monde, forcément, puisqu'ils font partie de l'histoire du monde, et que du coup, tu fasses des raccourcis psychologiques et intellectuels complètement débiles en disant systématiquement c'est de la faute des Mexicains. Pourquoi? Parce que t'es parti avec cet a priori-là. Et elle, cette dame-là, elle est carrément partie avec un a priori global, c'est de trouver quelque chose de négatif, peu importe c'était quoi, et ça tombe bien parce que elle se considère, elle, comme quelqu'un qui est un petit peu rond, un petit peu gros, et donc forcément, elle a trouvé que, elle a découvert, hein, selon elle, que donc J.K. Rowling était grossophobe.
Donc on voit que le chemin intellectuel est très intéressant, hein. Elle n'est pas partie avec innocence pour la relecture de l'œuvre. Ça commence déjà comme ça. Donc, elle commence évidemment par donner l'exemple de Dudley et de Vernon Dursley. Alors, la famille donc Dursley, hein. Et là, c'est très, très intéressant ce qu'elle dit. Donc, qu'elle décrit comme des vicieux tyrans. Ces derniers, en plus d'avoir un comportement tyrannique envers Harry, se caractérisent vraiment par leur surpoids. Elle entretient alors avec Rebus Hagrid, qu'elle qualifie de trop émotif. Donc, Hagrid, là, maintenant, elle jump, elle va sur Hagrid en disant oui, bon, bah lui, peut-être qu'il est un petit peu rond, il est pas méchant, c'est vrai, mais il est trop émotif et stupide, hein, d'après elle. Donc du coup, il faudrait qu'elle nous donne la définition aussi de savoir c'est quoi lorsqu'on parle de quelqu'un qui serait avec des rondeurs, qui serait gros, quel qualificatif devrait-il avoir, hein, comment on devrait le qualifier dans une œuvre. Ce serait bien qu'elle nous en donne les contours, parce que visiblement, il y a des choses qu'on a le droit de dire et d'autres qu'on n'a pas le droit de dire selon le physique que tu as. Ce qui n'est pas du tout discriminant déjà d'avance, hein, sa façon de parler. Évidemment, c'est ironique ce que je dis. Donc, trop émotif et stupide. Ça, c'est elle qui le considère. Moi, je considère pas, en ayant vu les films d'Harry Potter, que Hagrid est stupide. Hein, je le trouve particulièrement honnête. Et d'ailleurs, ça fait un parallèle avec une phrase que j'aime bien. Les gens disent souvent trop bon, trop con. Et moi, je dis souvent le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, je dis c'est pas trop bon, trop con. C'est ceux qui abusent de ceux qui sont bons, qui sont des connards. C'est pas celui qui est bon, le con. Hein. Celui qui est bon, il est bon, par définition. Et sans doute est-ce là même une preuve d'intelligence. Mais c'est celui qui abuse de la bonté de celui qui est bon, qui est un con. Bref, donc pour elle, c'est ça en tous les cas. Et donc trop gentil, hein. Elle explique qu'il est néanmoins discriminé par son apparence, hein, voilà, décrite comme étant tout simplement trop grand pour être autorisé. Trop grand pour être autorisé, hein. Hein, Hagrid est trop grand pour être autorisé. Donc il a un de ses parents qui est un géant, Hagrid, hein, ce qui est expliqué dans l'histoire, dans les films d'Harry Potter. Donc ce qui lui vaut cette taille, euh, il me semble d'ailleurs géant ou quoi, parce que je sais que son frère, déjà dans l'histoire, on voit c'est un géant. Enfin bref, remettez-moi dans les commentaires si je m'embrouille là-dessus. Mais enfin bref, ce qui est hallucinant, c'est que donc pour une œuvre de fiction, un personnage qui a été créé de manière tout à fait imaginative, hein, fictionnelle, j'ai envie de dire, eh bien, c'est pas autorisé. La manière dont il a été créé n'est pas autorisée. C'est-à-dire que si tu t'autorises, toi, par exemple, demain à écrire un livre, et que dans ton livre, tu considères que tout d'un coup, il y a un être humain qui arrive avec 5 bras, 12 testicules, bon, tu les montreras peut-être pas à l'écran, mais t'as pas le droit. Là, tu seras peut-être testiculophobe. C'est possible. Ou alors, tu seras discriminant pour ceux qui n'ont pas de testicules. C'est possible aussi. Donc, elle nous dit, donc elle condamne également, c'est bien de condamner quand même, elle condamne également donc sa réaction lorsqu'il a rencontré donc Dudley et tenté de le transformer en cochon en expliquant que le demi-géant, ouais c'est ça, donc il est demi-géant, hein, donc n'avait aucun remords face à ses mauvais traitements et qu'il avait donné le mauvais exemple en tant qu'adulte envers un enfant. Alors, voilà, encore une fois, elle a vraiment rien compris, hein, à l'œuvre de J.K. Rowling, hein, puisque c'est son comportement, en fait, hein, de Dudley qui fait que il se transforme plus ou moins, on va dire, en cochon, parce que il a une attitude de porc, tout simplement. Et là, c'est très intéressant parce que, évidemment, il va y avoir des exemples qui vont être, des contre-exemples qui vont être donnés pour un petit peu essayer de contredire ce qu'elle a dit, et je reviendrai du coup sur autre chose après, concernant justement cette famille-là. La famille Dursley et l'hypothèse débile de cette dame. Donc finalement, elle en vient à critiquer le personnage de Molly Weasley, donc la mère de Ron, hein, Weasley, qui n'aurait d'autre influence que celle de son rôle de mère. Donc on lui reproche d'être une mère dans une histoire où elle est une mère dans l'histoire. Elle découvre que si elle est d'abord présentée comme la mère du garçon, elle sera plus tard appelée la femme ronde. C'est vrai, hein, plus d'une fois. Alors, et c'est vrai que, vu comme ça, si on pense aux acolytes de Malfoy, donc Crabbe et Goyle, ou Dolores Ombrage, on peut facilement penser qu'il y a une corrélation entre les personnages à forte carrure et la tendance à ne pas aimer dans les œuvres de J.K. Rowling. Cependant, si l'on considère les personnages dans leur ensemble, d'autres arguments nuancent rapidement les propos de Laura W. Hill. Alors,
Justement, donc c'est là où ils pondèrent dans l'article, et moi je vais ajouter quelque chose aussi dans ce qu'ils disent. Donc, en prenant en compte les arguments cités ci-dessus, en les replaçant dans leur contexte, on peut facilement apporter des explications qui permettent de contrebalancer ces accusations. Prenons les arguments dans l'ordre. Concernant Vernon et Dudley, leur apparence est utilisée pour imager plusieurs éléments. Tout d'abord, cela permet d'exacerber leur côté ridicule, mais surtout cela permet une réelle opposition à Harry, envers qui ils sont très cruels. Leur aspect diamétralement opposé témoigne donc d'un traitement qu'ils donnent à Harry, le laissant affamé pendant que eux ils mangent trop. Point. Alors ça, c'est vrai, elle a une façon d'écrire, d'ailleurs en plus J.K. Rowling, d'après ceux qui l'ont lu, le livre, hein, qui me l'ont expliqué justement, donc, qui est très dans l'image, c'est-à-dire qu'elle décrit de manière très précise le physique des gens pour plonger dans une espèce d'ambiance et dans un espèce d'univers de manière à ce que ça soit compris, le message qu'elle essaye de passer soit rapidement compris. Alors c'est vrai que du coup, eux, ils ont cette caractéristique physique, hein, qui permet de contrebalancer avec le fait que Harry Potter soit complètement flué. Mais au-delà de ça, c'est très intéressant cette famille-là parce qu'elle dit en fait que eux sont méchants parce qu'ils sont gros et donc ils sont méchants. Que en fait J.K. Rowling aurait associé le fait qu'ils soient gros au fait qu'ils soient méchants. En fait, si vous regardez bien l'histoire et si vous comprenez bien l'histoire, d'ailleurs si elle-même comprenait bien l'histoire, elle se rendrait compte que ce n'est pas eux qui sont méchants, c'est la mère. Je crois que c'est Pétunia qui s'appelle. C'est elle qui est méchante à la base. C'est elle qui a un problème avec la mère d'Harry Potter. Et elle n'est pas grosse. Et d'ailleurs, plus que ça, dans le livre, à la fin, lorsqu'il y a la guerre entre les deux mondes et que justement la famille Dursley quitte leur logement, le gamin, le garçon, je sais plus c'est quoi son prénom, Dudley, ouais, il demande à son père et à sa mère pourquoi ils emmènent pas Harry Potter avec eux. Ce sur quoi la mère, dans le livre, ne peut pas répondre, est incapable de répondre. Donc c'est complètement débile, en fait. C'est complètement con. Voilà. Rien que ça, hein, de dire que c'est eux les méchants, elle n'a pas compris, en fait, ce qui s'est passé. Elle n'a pas compris c'était quoi l'histoire. D'ailleurs, si on va même plus loin que ça, beaucoup plus loin que ça, et qu'on considère qu'ils sont méchants, vous aviez, eh bien, Voldemort, Tom Jedusor, lui, avait été mis dans un orphelinat quand il était petit. Eux auraient très bien pu faire la même chose. La garde leur avait été laissée, mais ils auraient très bien pu abandonner Harry Potter, finalement. Mais ils ne le font pas. Alors c'est vrai que leur traitement est dur, il est cruel, et c'est très bien mis en avant justement dans l'histoire, dans le livre, comme dans le film, mais ça balaye, c'est complètement hors de propos, et au contraire, c'est une très bonne leçon de vie, justement, cette histoire d'Harry Potter qui, venu d'en bas, venu d'un milieu où il n'était pas favorisé, eh bien, il arrive à s'en sortir par ses qualités et par son travail. Donc c'est une leçon, hein. Mes enfants, par exemple, ont très bien compris, eux. Donc ça, c'est pour le côté de la famille Dursley. Donc, on nous dit aussi, donc pour Hagrid, il nous semble difficile de redouter quoi que ce soit de l'un des personnages les plus aimés de la série, évidemment. Donc, malgré son attirance pour les créatures magiques quelque peu ou très dangereuses, il ne reste pas moins l'un des personnages les plus sensibles et sentimentaux de l'œuvre. Il n'y a rien à lui reprocher, Hagrid, hein. Peut-être ses cheveux, tu vois, et sa barbe, mais dans ce cas-là, je m'auto-attaquerai moi-même, parce que j'ai un petit côté Hagrid, faut le dire quand même. Alors sa gentillesse est probablement proportionnelle à sa taille impressionnante, et sur le sort qu'il voulait réserver à Dudley, on peut voir une leçon sur le karma. On récolte ce que l'on sème, ce n'est pas à cause de son physique que Dudley est presque devenu un cochon, mais bien à cause de son comportement, c'est exactement ce que je disais. Évidemment, pour celui qui a compris l'œuvre, il va le comprendre tout de suite. Et mes enfants, par exemple, je vous le dis, hein, j'ai des enfants de 1 jusqu'à 12, ils ont très bien compris, hein. Peut-être pas un, la petite de 1 an, elle a peut-être pas compris, mais les autres ont très bien compris. Alors, enfin, revenons à Molly Weasley, cette mère de 7 enfants qui a accueilli et soigné Harry Potter comme son propre fils. Et bien que certains puissent le reprocher d'être parfois un peu trop dure et super protectrice, surprotectrice, pardon, elle aurait simplement, comme la mère elle est simplement comme la mère que Harry Potter n'a jamais eu la chance d'avoir, et pas seulement comme une femme ronde. D'autant qu'en plus, elle n'a pas que ce rôle-là, elle a un rôle
très déterminant dans l'histoire. Encore une fois, on pourrait approfondir la psyché, la psychologie qu'elle a voulu mettre J.K. Rowling dans cette personne-là. Alors peut-être justement que les rondeurs, c'est quelque chose qui dans son imaginaire à elle était rassurant. Et d'ailleurs, je reviendrai après sur ça, sur l'imaginaire et l'écriture. Mais en tous les cas, le personnage ne se résume pas à ses rondeurs. Elle a une profondeur. Évidemment, si les personnages n'avaient pas été traités avec profondeur, la série n'aurait jamais eu le succès qu'elle a connu. C'est une évidence. Alors, surtout quand on y pense, il y a beaucoup de personnages connus pour les méchants, comme méchants dans Harry Potter, qui n'ont pas de caractéristiques physiques. Il suffit de prendre l'exemple de la famille Malfoy, c'est ce que je disais. Eux, voilà, la famille Malfoy, par exemple, hein, ils sont pas du tout gros, quoi, hein. Donc ennemis implacables tout au long de la saga, qui ont tous une personnalité négative et pourtant une allure normale, voire élancée, voire même élégante. D'ailleurs, qui mettent en avance leur élégance avec leur conception de l'élégance évidemment, mais dans la saga, ils mettent en avance justement leur élégance, par rapport à la pauvreté que peuvent avoir certaines personnes, et notamment la famille Weasley. Alors sans oublier l'antagoniste principal de l'histoire, donc évidemment donc celui dont on ne peut pas prononcer le nom, très proche du serpent, avec un visage élancé et proéminent, avec une silhouette élancée, donc hein, il est l'opposé du personnage joufflu, et pourtant c'est Voldemort qui a perpétré certaines des pires atrocités de la saga, torturant et tuant des innocents sans aucun remords. Point. Oups, nous dit celui qui a écrit l'article, et c'est vrai que quand tu as dit ça, quelque part, tu résumes quand même assez bien l'histoire, hein. Gros n'est pas égal méchant dans Harry Potter, puisque, tout simplement, Voldemort. Hein, ça va très très vite pour répondre aux idioties de cette dame. Je suis allé voir aussi, donc, hein, je vous avais dit, donc les phrases dont elle avait fait l'accusation, donc l'objet d'accusation concernant donc sa transphobie, parce que j'étais curieux de voir quand même qu'est-ce qu'on lui reprochait. Et alors, d'abord, il y a, on disait que Radcliffe, hein, Harry Potter, quoi, avait soutenu le fait que J.K. Rowling était transphobe et donc il soutenait quelque part ceux qui l'accusaient. Hein. Donc je suis allé voir parce que j'étais curieux de voir qu'est-ce qu'il aurait pu dire pour soutenir J.K. Rowling, à qui il doit tout quelque part. Hein. Et en fait, moi, j'ai pas trouvé du tout qu'il soutenait. Je trouvais que c'était très intelligent ce qu'il a dit, puisque lui, il dit à toutes les personnes qui ont le sentiment que cela a terni leur expérience des livres, je suis profondément désolé. Alors, il dit ce qu'il y avait de précieux dans ces histoires, il faut s'en souvenir, comme la force, l'amour, la diversité, ou encore le fait que les idées dogmatiques de pureté conduisent à l'oppression de groupes vulnérables. C'est presque même un retour de flamme qui leur met dans la tronche, hein, puisque lui dit en fait qu'il n'y a pas de dogme de pureté, sinon sans quoi ça commence à devenir quelque chose qui est dangereux. Hein. Euh, et oui, et oui. Et c'est assez intelligent, cette phrase-là, elle est assez intelligente. Et donc, elle, qu'est-ce qu'elle disait en fait? Pourquoi elle avait été accusée? Parce qu'elle disait en fait, si le sexe n'est pas réel, la réalité vécue par les femmes dans le monde entier est effacée. Donc, j'aime et je connais les personnes trans, mais effacer le concept de sexe enlève à beaucoup la capacité de parler de leur vie de manière pertinente. C'est justifié donc, hein, l'auteur âgé de 54 ans dans un tweet. Si le sexe n'est pas réel, il n'y a pas d'homosexualité. Si le sexe n'est pas réel, la réalité vécue par les femmes dans le monde entier est tout simplement effacée, a-t-elle ajouté, suscitant donc des indignations. Donc voilà ce que elle disait, c'est une des parties hein, de ce qu'elle disait, parce qu'elle a dit d'autres choses évidemment, mais bon, c'est intéressant de voir qu'elle disait donc cela. Et du coup, là, vous vous ferez votre propre avis, vous, hein, sur le est-ce que vous trouvez que c'est transphobe? Moi, je vous donne mon avis à moi personnel. Je pense que les phrases qu'elle dit, elle, tombent dans le bon sens, que s'il les avait dit il y a 20 ans, on aurait parlé d'elle comme quelqu'un d'une personne équilibrée, voire on aurait même dit que quelque part on s'en fout complètement parce que ça aurait été passé comme quelque chose, ouais, ça aurait passé comme quelque chose, bon, bah, c'est une banalité, hein, ce qu'elle dit, mais évidemment, de dire ça, elle n'a pas le droit. Je crois qu'il y avait aussi une référence sur le fait qu'elle parlait des règles que les femmes, elles ont, et on lui avait signifié que des hommes pouvaient avoir des règles. Enfin, il y a tout un truc comme ça qui a été sorti. C'est complètement ubuesque, hein, c'est complètement, on remet en cause en fait les réalités de la biologie. Et encore une fois, les gens font ce qu'ils veulent chez eux, hein, il y a pas de souci. Tu veux faire si tu veux, enfin, tu fais ce que tu veux de ta vie, quoi, il y a pas de problème. Dès lors que tu es adulte, il y a pas de problème, hein. Mais après, renier les évidences de la biologie, je trouve ça, complètement con, je trouve ça dangereux et je trouve ça même triste, au final, de nos jours, qu'on en soit arrivé là.
Concernant ce qu'elle a écrit, elle, et son écriture, donc, hein, de ceux qui ont lu les livres, il y a une certaine forme, comme je l'avais dit, dans sa façon d'écrire, il y a une certaine forme d'explication sur les caractéristiques physiques des personnages, une façon d'écrire assez directe, assez tranchante, pour qu'on puisse tout de suite comprendre à qui on a affaire et qui est le personnage qui est décrit dans l'histoire. Ça, c'est sa façon d'écrire. Tout ça, ça reste qu'une fiction. Tout ça, ça reste qu'une fiction et ça ne reste qu'une façon d'écrire. En aucun cas, à un moment donné, ça fait partie de la transphobie, la transphobie, la grossophobie. La grossophobie, c'est pas ça. Elle a le droit de s'autoriser de décrire les personnages comme elle le souhaite dans une fiction. On n'est pas sur quelque chose, on n'est pas sur du réel, on n'est pas sur une... Si elle avait tenu des propos tout à fait réels sur quelqu'un qui est connu de tous, ou même pas connu, mais qu'elle aurait écrit sur quelqu'un en disant, voilà, je déteste les gros, je préfère, je voudrais qu'ils disparaissent tous de la Terre, évidemment, là, il y aurait un, il y aurait un côté grossophobe, tu vois. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est une fiction. Elle a une manière d'écrire et de décrire les personnages qui lui sont propres. Et peut-être selon aussi sa psychologie à elle, ses craintes, ses peurs, ses goûts, ses amours, ses détestations, pourquoi pas? Tu vois, mais elle a le droit. Dans une fiction, elle a le droit, en réalité. C'est comme si moi, par exemple, quand j'étais petit, j'avais eu peur d'un personnage que j'avais appelé Trompette, qui était un personnage que j'avais vu comme ça, avec un nez énorme, qui pourchassait une famille chez elle pour les tuer. Et à un moment donné, j'avais été choqué quand j'étais gamin parce que le monstre, il y avait quelqu'un qui était parti de se réfugier dans les toilettes, s'était assis, et le monstre avait pété le mur des toilettes, même pas la porte, mais le mur, carrément, quoi, il l'avait chopé. Et je me souviens, quand j'étais gamin, je me suis dit, putain, même quand tu vas chier, t'es pas tranquille, quoi. Trompette, il peut venir, et il peut te flinguer. Et donc, j'avais peur de Trompette. Si demain, j'écris une fiction où tous les monstres, tous les méchants, par exemple, je décide qu'ils aient tous un nez qui soit long, ça va pas faire de moi un nélonphobe. Tu vois, il y aura pas de la nélonphobie. Hein, dans ça, c'est juste, ça sera mon imagination, ça sera comme ça que moi j'aurais imaginé le truc, hein. Même si là, encore une fois, je considère, moi personnellement, que dans ce qu'elle a écrit elle, il y a absolument rien qui est grossophobe, absolument rien. Tout comme les accusations de transphobie, que je trouve complètement dénuées de sens en réalité, hein. Et je trouve encore une fois, et je le répète parce que c'est souvent le cas, que ces gens-là font vraiment du mal aux causes qu'ils disent défendre, hein. Ceux qui sont vraiment atteints par des insultes, par des menaces, même physiques. Moi, je l'ai vécu quand j'étais gamin parce que j'étais un petit peu rond et je le suis encore aujourd'hui. Qui souffrent vraiment, qui a vraiment une détresse, qui ont vraiment une vraie détresse, ces gens-là sont pas représentés par ces attaques-là. Ah, c'est même pire, en fait, quelque part, on les met au pilori. Parce qu'il va y avoir des gens comme moi, hein, qui justement, qui sont ronds et qui ont regardé, qui ont Harry Potter, qui ont aimé, et qui vont se retourner contre ces gens-là, et qui vont se retrouver, en fait, au cœur d'une bataille qu'ils n'ont pas demandé, et de manière et défendue par des gens qui, finalement, les défendent pas. Hein, les mettent en avant, on parle de eux, mais pas dans un sens, pas dans un sens où le bon sens, est de mise. Donc c'est contre-productif, ça crée quelque chose de contre-productif, tout comme pour la transphobie. Accuser quelqu'un qui dit que la biologie a fait que l'homme et la femme existent et que c'est comme ça que les êtres humains ont réussi à perdurer par les âges, et c'est aussi pour ça que moi, par exemple, je peux vous parler, ou que même les gens qui critiquent ont la possibilité de discuter parce qu'à un moment donné, la biologie a fait son œuvre et c'est pour ça qu'ils sont là. Renier le fait que ça, ce soit une vérité, évidemment, bien, ça jette l'opprobre sur tous ceux qui euh, euh, sont victimes vraiment dans la vie de tous les jours de vraies agressions par rapport à leur physique ou par rapport à leurs orientations. Et ça a une fonction de exacerber justement les colères et les haines. C'est l'inverse, c'est complètement contre-productif. Voilà ce que moi je pouvais vous dire là-dessus, les copains. Évidemment, c'est un sujet qui est énorme et j'aurais sans doute oublié des choses que j'aurais voulu vous dire, mais je pense que j'aurais fait un petit peu le tour quand même de la question et j'aurais dit les principaux points que je voulais aborder avec vous. Je trouve ça complètement con, hein, on l'a bien compris. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu et si, comme moi, vous voulez lutter contre les détraqueurs. N'hésitez pas donc à vous abonner, à lâcher un commentaire, un pouce, à activer la cloche pour les prochaines notifications. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans les descriptions des vidéos. Sur ce, les copains, je vous dis paix et félicité. Vous aurez les articles dans les descriptions des vidéos si vous voulez aller les lire vous-même, notamment le dernier article dans lequel je n'ai fait que reprendre des phrases. Si vous voulez
allez voir un petit peu plus en profondeur, faites-vous plaisir, et que la force soit avec vous.